Ce jour-là, dans cette salle d'audience, j'ai découvert que la bouche d'un enfant peut porter la vérité que personne n'ose dire. Mon nom est Agathe Perrault. J'ai 71 ans. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je l'ai gardé en silence pendant bien trop longtemps. Tout a commencé un mardi matin de novembre. Le ciel de Paris était gris, lourd, comme s'il portait le poids de ce qui allait se passer. J'étais assise dans cette salle de tribunal, les mains croisées sur mes genoux, serrant entre mes doigts un mouchoir brodé que ma mère m'avait offert il y a 50 ans. Un mouchoir blanc, avec mes initiales en fil doré. AP. Je regardais Jérémy, mon mari, l'homme avec qui j'avais partagé 47 années de ma vie. Il était debout, costume sombre, cravate impeccable, le menton relevé. Il ne me regardait pas. Il ne me regardait plus depuis des mois. Son avocat parlait. Des mots froids, juridiques, sans âme. Mais moi, je n'écoutais plus. Je regardais ce mouchoir entre mes mains, ce petit carré de tissu qui avait essuyé tant de larmes au fil des années. Les larmes de joie à la naissance de notre fille, les larmes de fatigue après des nuits blanches, les larmes de solitude. Celles-là, personne ne les avait vues. Puis, la voix de Jérémy a fendu l'air comme un coup de fouet. Cet inutile ne recevra rien. Le silence qui a suivi était insupportable. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, mais je n'ai pas baissé la tête. J'ai juste serré un peu plus fort ce mouchoir blanc. C'est à ce moment-là que ma petite Camille s'est levée. Ma petite fille, 8 ans. Ses grands yeux noisettes fixés sur le juge. Elle portait sa robe bleu marine, celle qu'elle mettait pour les occasions importantes. Ses cheveux châtains étaient attachés avec un ruban blanc. « Monsieur le juge », a-t-elle dit d'une voix claire, presque trop calme pour une enfant de son âge. « Est-ce que je peux montrer quelque chose ?» Le juge a froncé les sourcils, surpris. L'avocat de Jérémy s'est redressé, visiblement agacé. « Un vidéo », a précisé Camille, en sortant une tablette de son petit sac à dos rose. Jérémy a pâli. Pour la première fois depuis le début de l'audience, j'ai vu une fissure dans son masque d'assurance. Le juge a regardé ma fille, puis moi, puis Camille. Il a hoché la tête lentement. « Très bien, mademoiselle. Approchez. » Camille a marché vers le bureau du juge avec cette démarche d'enfant qui ne doute pas encore du monde. Elle a tendu la tablette. Le juge a connecté l'appareil au projecteur de la salle. Et quand l'image est apparue sur l'écran blanc, la salle entière s'est figée. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y avait sur cet écran. Pas encore. Parce qu'avant de comprendre ce moment, il faut que vous compreniez tout le reste. Il faut que vous sachiez qui était Jérémy, qui j'étais, moi, et surtout, comment nous en sommes arrivés là. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Mais pour l'instant, laissez-moi vous ramener en arrière, bien avant ce tribunal, bien avant cette tablette, bien avant que ma petite fille ne devienne la gardienne d'un secret qui allait tout changer. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. 1977, l'année où j'ai rencontré Jérémy Perrault. J'avais 24 ans, lui, 27. C'était lors d'un vernissage dans le 16e arrondissement, chez des amis communs. Je portais une robe crème, simple mais élégante, et mes cheveux longs tombaient sur mes épaules. À l'époque, je travaillais comme bibliothécaire à la Sorbonne. J'aimais les livres, le silence des salles de lecture, l'odeur du papier ancien. Jérémy était différent de tous les hommes que j'avais rencontrés. Grand, les cheveux bruns soigneusement coiffés en arrière, toujours vêtu de costumes impeccables. Il travaillait dans l'import-export, disait-il. Une affaire familiale qui marchait bien. Très bien même. Ce soir-là, il s'est approché de moi pendant que je contemplais un tableau. « Vous aimez Monet ?» m'a-t-il demandé. « J'aime la lumière », ai-je répondu. La façon dont il capture les moments qui passent. Il a souri. Un sourire qui m'a fait croire que j'avais dit quelque chose d'intelligent, de profond. Moi aussi, j'aime les belles choses qui durent, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. 3 mois plus tard, nous étions fiancés. 6 mois après, mariés. Ma mère m'avait offert ce mouchoir brodé le matin de mon mariage. Elle l'avait sorti d'une petite boîte en velours bleu. « Prends-le, Agathe », m'avait-elle dit en le plaçant dans ma main. Chaque femme a besoin d'un endroit où pleurer ses joies. Sur le moment, je n'avais pas compris. Je souriais. J'étais heureuse. Pourquoi aurais-je pleuré? Les premières années ont été douces. Jérémy travaillait beaucoup, certes. Il partait tôt le matin, revenait tard le soir. Mais quand il rentrait, il m'apportait des fleurs, des roses blanches, toujours. Il m'embrassait sur le front
et me demandait comment s'était passée ma journée. Nous avons acheté un appartement avenue Mozart, 4 pièces, parquet en chêne, balcon donnant sur les toits de Paris. J'ai quitté mon poste à la bibliothèque pour m'occuper de notre foyer. Jérémie insistait. « Une femme comme toi mérite de ne pas s'épuiser », disait-il. « Je gagne assez pour nous deux. » Et c'était vrai. L'argent ne manquait pas. Les dîners dans les bons restaurants, les week-ends à Deauville. Les bijoux offerts pour chaque anniversaire. Notre fille, Margot, est née en 1980. Une petite chose fragile, aux grands yeux bleus, qui criait la nuit et s'endormait dans mes bras au lever du jour. Jérémie était fier. Il la prenait dans ses bras, la montrait à ses collègues, à ses amis. « Voici ma fille », disait-il, « ma princesse. » Mais il ne la changeait jamais, ne se levait jamais la nuit, ne préparait jamais le biberon. « C'est le rôle d'une mère », me disait-il avec ce même sourire du vernissage. « Tu es tellement meilleur que moi pour ça. » Et moi, je le croyais. Les années ont passé comme des pages qu'on tourne sans y penser. Margot a grandi. Elle est entrée à l'école, puis au collège, puis au lycée. Jérémie prospérait. Son entreprise s'agrandissait. Nous avons déménagé dans une maison à Neuilly-sur-Seine. Jardin, grille en fer forgé, allée de gravier blanc. Une maison de magazine. Je m'occupais de tout. Les courses, le ménage, les repas, les rendez-vous médicaux de Margot, ses devoirs, ses activités extrascolaires. Je choisissais les rideaux, j'arrosais les rosiers, je recevais les amis de Jérémie pour des dîners où je souriais et parlais peu. « Ta femme est parfaite », disait-il en partant. Et Jérémie hochait la tête, satisfait. Mais parfois, la nuit, je regardais le plafond de notre chambre et je me demandais où était passée la jeune femme qui aimait les livres, celle qui rêvait d'écrire des critiques littéraires, celle qui voulait voyager seule en Italie. Je serrais alors le mouchoir blanc sous mon oreiller et je me disais que c'était le prix du bonheur, qu'une femme ne pouvait pas tout avoir, qu'il fallait choisir. Et j'avais choisi. Margot a rencontré Thomas à l'université. Un jeune homme doux, professeur de musique, pas très riche mais gentil. Jérémie n'était pas enthousiaste. Un professeur de piano, avait-il dit en haussant les sourcils. Elle aurait pu mieux choisir, mais Margot l'aimait. Et moi, je voyais dans ses yeux cette lumière que j'avais eue autrefois. Alors je l'ai soutenu. Ils se sont mariés en 2005, une belle cérémonie à l'église Saint-Pierre de Neuilly. Margot portait la robe de ma mère, retouchée, modernisée. Elle était radieuse. Camille est née 2 ans plus tard, ma petite fille. Mes mains ont tremblé la première fois que je l'ai tenue dans mes bras. Elle avait les yeux de Margot, le nez de Thomas, et quelque chose d'indéfinissable qui me rappelait ma propre mère. « Bonjour, mon trésor », lui ai-je murmuré. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé comme si elle me reconnaissait déjà. Les années qui ont suivi ont été les plus belles de ma vie. Camille venait souvent à la maison. Je lui lisais des histoires, je lui apprenais à faire des gâteaux, je l'emmenais au parc. Elle m'appelait Mamie Agathe et courait vers moi en riant. Jérémie, lui, s'éloignait de plus en plus. Il travaillait tard, très tard. Il partait en déplacement professionnel. 1 semaine à Londres, 2 semaines à Genève, 1 mois à Barcelone. « C'est pour notre avenir », disait-il quand je lui demandais pourquoi il ne passait jamais de temps à la maison. Et moi, je hochais la tête, comme toujours. Un soir de printemps, j'ai trouvé une carte de visite dans la poche de sa veste. Une carte blanche, avec un nom de femme écrit en lettres dorées, Sylvie Moreau, consultante en communication. Au dos, griffonné au stylo, mercredi, 20h, l'endroit habituel. Mon cœur s'est serré. J'ai rangé la carte exactement où je l'avais trouvée. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas savoir. Pas encore. Cette nuit-là, j'ai sorti le mouchoir blanc de mon tiroir et je l'ai regardé longtemps à la lumière de la lune. Les initiales brodées brillaient doucement. A.P. Agathe Perrault. La femme que j'étais devenue. Ou plutôt, la femme que j'avais laissée disparaître. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Mais je ne savais pas encore que le pire était à venir, que cette carte n'était que le début, que bientôt, je devrais choisir entre la vérité et le mensonge, entre la dignité et la peur, et que ma petite Camille, avec ses 8 ans et son regard innocent, deviendrait celle qui changerait tout. Les mois qui ont suivi cette découverte ont été étranges, comme si je vivais dans 2 mondes à la fois. Le monde visible, celui où je continuais à préparer les repas, à arroser les rosiers, à sourire aux voisins,
Et le monde invisible, celui où je regardais Jérémie avec des yeux nouveaux, où chaque geste, chaque mot prenait un poids différent. Je n'ai jamais parlé de cette carte de visite. Je l'ai remise exactement où je l'avais trouvée. Et le lendemain matin, elle avait disparu. Jérémie l'avait récupérée sans dire un mot, sans même me regarder. C'était en 2014. J'avais 61 ans. Jérémie en avait 64. Nous étions mariés depuis 37 ans. Les mercredis soirs, il rentrait de plus en plus tard. Parfois minuit, parfois 1h du matin. Il sentait le parfum, pas le mien. Un parfum sucré, moderne, qui ne me ressemblait pas. « Tu as dîné avec des clients ?» lui demandai-je doucement. « Oui, » répondait-il en défaisant sa cravate. « Des clients importants. Tu sais comment c'est. » Et je hochai la tête, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Mais une nuit, je n'ai pas pu dormir. Je suis descendue dans le salon et je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je lisais autrefois. La lune éclairait le jardin. Les rosiers que j'avais plantés 20 ans plus tôt formaient des ombres longues sur la pelouse. J'ai sorti le mouchoir blanc de la poche de ma robe de chambre et je l'ai tenu contre mon cœur. Combien de fois l'avais-je serré ainsi? Combien de larmes avait-il absorbé au fil des années? Les larmes de joie quand Margot a dit ses premiers mots. Les larmes de fatigue après des années à tout gérer seule. Les larmes de solitude quand Jérémie oubliait mon anniversaire. Et maintenant, les larmes du doute. Le lendemain, j'ai appelé Margot. « Maman ?» Sa voix était inquiète. « Tout va bien ?»« Oui, ma chérie, » ai-je menti. « Je voulais juste entendre ta voix. Et Camille ? Elle est en pleine forme. Elle te réclame tout le temps. Tu veux venir déjeuner dimanche ? Avec plaisir. » Ce dimanche-là, je suis arrivée chez Margot avec une tarte aux pommes encore tiède. Thomas a ouvert la porte avec son grand sourire. « Agathe, entrez, entrez. Ça sent divinement bon. » Camille a couru vers moi, ses cheveux châtains volant derrière elle. « Mamie Agathe !» Je me suis agenouillée pour la serrer dans mes bras. Elle sentait le shampoing à la fraise et le savon doux. Son petit cœur battait contre le mien. « Tu m'as manqué, mon trésor », lui ai-je murmuré. « Toi aussi, mamie. » Pendant le déjeuner, Margot m'observait avec attention. Elle me connaissait trop bien, elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. « Maman », a-t-elle dit alors que Thomas emmenait Camille au parc. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai hésité. J'ai regardé mes mains. Ces mains qui avaient tout fait, qui avaient cuisiné, nettoyé, soigné, construit une vie entière. « Ton père », ai-je commencé. Puis je me suis arrêtée. Comment dire à sa fille que son père n'est peut-être pas l'homme qu'elle croit? « Quoi, papa ?» Il travaille beaucoup. Il rentre très tard. Margot a posé sa main sur la mienne. « Maman, tu n'es pas obligée de tout supporter. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Ces mots m'ont transpercée. Parce qu'au fond, je savais. Je savais que je n'étais pas obligée. Mais comment quitter une vie après 37 ans? Comment recommencer à 61 ans? Je sais, ai-je simplement répondu. Mais je ne savais rien du tout. Les semaines suivantes, j'ai commencé à faire attention. Pas de manière obsessionnelle, juste attentive. Je remarquais les détails, les chemises qu'il envoyait au pressing plus souvent, les SMS qu'il effaçait rapidement, les appels qu'il prenait dans le jardin, loin de moi. Un soir de juin, nous étions invités à un dîner chez les Beaumont, de vieux amis. Jérémie portait son costume bleu marine, celui que je préférais. Nous sommes arrivés ensemble, nous avons souri ensemble, nous avons parlé ensemble. Le couple parfait. Madame Beaumont m'a pris à part dans la cuisine. « Agathe, vous avez une mine splendide. Quel est votre secret ?» J'ai souri. Ce sourire que j'avais perfectionné pendant des décennies. Pas de secret, Françoise. Juste une vie tranquille. Tranquille. C'était le mot juste. Trop tranquille. Si tranquille que je commençais à ne plus exister. Sur le chemin du retour, Jérémie conduisait en silence. Les lumières de Paris défilaient par la fenêtre. J'ai regardé son profil dans la pénombre. Cet homme que j'avais aimé, que j'aimais encore, peut-être, ou du moins, que j'avais l'habitude d'aimer. Jérémie, ai-je dit doucement. Oui, est-ce que tu es heureux? Il a tourné la tête vers moi, surpris. Quelle question étrange. Bien sûr que je suis heureux. Pourquoi? Comme ça. Je me demandais. Toi aussi, tu es heureuse, non? J'ai regardé par la fenêtre. Oui, ai-je menti. Bien sûr. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps. Jérémie dormait à côté de moi, le dos tourné, comme toujours. Je pouvais entendre sa respiration régulière, profonde. J'ai tendu la main vers ma table de nuit et j'ai sorti le mouchoir blanc. Dans l'obscurité,
Je ne pouvais pas voir les initiales brodées, mais je les connaissais par cœur. AP, Agathe Perrault. Qui était cette femme? Celle qui portait ce nom? Celle qui vivait dans cette maison, qui dormait à côté de cet homme, qui souriait au dîner, qui se taisait toujours? Je ne la reconnaissais plus. Un matin de juillet, j'ai trouvé un reçu dans la poche du pantalon de Jérémie que je m'apprêtais à laver. Un reçu d'un restaurant que je ne connaissais pas. Le Jardin Secret, dans le 11e arrondissement. Date, mercredi 23 juillet. Montant, 180 €. 2 couverts. Ce mercredi-là, Jérémie m'avait dit qu'il dînait avec son associé, Monsieur Leclerc, pour discuter d'un nouveau contrat. 180 € pour un dîner d'affaires, avec du champagne, de la bonne bouteille, probablement. J'ai plié le reçu et je l'ai glissé dans mon sac à main. Je ne savais pas encore pourquoi, mais quelque chose me disait de le garder. Septembre est arrivé. Camille a eu 8 ans. Nous avons organisé une fête dans notre jardin. Des ballons roses et blancs. Un gâteau en forme de licorne que j'avais passé 2 jours à décorer. Des enfants qui couraient partout en riant. Jérémie était là. Il souriait. Il prenait des photos. Il jouait le rôle du grand-père aimant. Mais quand Camille a soufflé ses bougies, j'ai vu son téléphone vibrer dans sa poche. Il l'a sorti discrètement, a lu le message, et un sourire est apparu sur ses lèvres. Un sourire que je ne lui avais plus vu depuis longtemps. Ce sourire ne s'adressait pas à moi, ni à Camille, ni à personne dans ce jardin. Plus tard dans l'après-midi, alors que tout le monde était parti et que Margot aidait Camille à ouvrir ses cadeaux à l'intérieur, je suis restée dans le jardin pour ranger. Jérémie était assis sur le banc près des rosiers, son téléphone à la main. Je me suis approchée doucement. Je ne voulais pas espionner. Vraiment. Mais mes pieds ont continué à avancer. J'ai entendu sa voix. Basse, douce, tendre. Non, je ne peux pas ce soir. Demain, oui. À 20 h, comme d'habitude. Moi aussi. Il a raccroché et il a levé les yeux. Il m'a vu. Pendant une seconde, nous nous sommes regardés. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la culpabilité. C'était qui? Ai-je demandé, la voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Un client, a-t-il répondu en se levant. Toujours le travail. Tu sais comment c'est. Il est rentré dans la maison sans me regarder. Je suis restée là, debout au milieu du jardin, entourée de ballons dégonflés et de gobelets en plastique vide. Le soleil se couchait derrière les toits de Neuilly. Les rosiers projetaient des ombres longues sur l'herbe. Et j'ai compris. J'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant, que je ne pouvais plus fermer les yeux, que je ne pouvais plus me mentir. Quelque chose se brisait en moi, lentement, douloureusement, comme une porcelaine fine qui craque sous la pression. Cette nuit-là, j'ai sorti le mouchoir blanc et je l'ai serré contre mon cœur jusqu'à ce que le sommeil vienne enfin. Demain, me suis-je dit. Demain, je saurai. Mais je ne savais pas encore que la vérité serait bien pire que tout ce que j'avais imaginé. Le lendemain était un jeudi. Je me souviens de chaque détail de cette journée comme si elle s'était gravée dans ma mémoire avec un fer brûlant. Le ciel était d'un bleu parfait. Pas un nuage. Les oiseaux chantaient dans le jardin. Jérémie était parti tôt, comme d'habitude. Il avait embrassé mon front distraitement en prenant son café. « Je rentrerai tard », avait-il dit. « Ne m'attends pas pour dîner. » Encore? Il avait haussé les épaules. Le nouveau contrat avec les Allemands. Tu sais que c'est important. Et il était parti. J'étais restée dans la cuisine, ma tasse de thé à la main, regardant la porte fermée. Combien de fois m'avait-il dit exactement la même chose? Combien de fois avais-je hoché la tête en silence? Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Je ne pouvais plus rester dans l'ignorance. Je ne pouvais plus faire semblant. J'ai monté l'escalier jusqu'à notre chambre. Le lit était fait. Comme toujours. Je le faisais chaque matin depuis 40 ans. Les oreillers bien placés, la couette lisse, pas un pli. Je me suis approchée de la commode de Jérémie. Ses tiroirs, son territoire. Un endroit où je n'allais jamais par respect, par habitude, par peur peut-être. J'ai ouvert le premier tiroir. Des chaussettes soigneusement pliées, des caleçons, des mouchoirs, rien d'extraordinaire. Le deuxième tiroir, des cravates, des boutons de manchette, une montre que je lui avais offerte pour ses 50 ans. Le troisième tiroir était fermé à clé. Mon cœur s'est accéléré. Pourquoi un tiroir fermé à clé? Dans notre propre chambre? Qu'est-ce qu'il cachait? J'ai regardé autour de moi. Où gardait-il la clé? Je me suis sentie ridicule, là, debout dans ma propre chambre, cherchant une clé pour ouvrir un meuble qui appartenait à mon propre mari. Mais je n'ai pas arrêté.
J'ai fouillé dans sa table de nuit. Rien. Dans la poche de sa robe de chambre pendue dans la salle de bain. Rien. Sur l'étagère du haut de son armoire. Et là, dans une petite boîte métallique, je l'ai trouvée. Une petite clé dorée. Mes mains tremblaient quand je suis revenue vers la commode. J'ai glissé la clé dans la serrure. Elle a tourné avec un petit clic. J'ai ouvert le tiroir. Au début, je n'ai rien vu d'alarmant. Des papiers, des documents de travail, probablement. Puis, j'ai soulevé une chemise cartonnée. Et tout s'est effondré. Des photos, des dizaines de photos. Jérémie avec une femme jeune, tellement jeune. Peut-être 35 ans, peut-être moins. Cheveux blonds, sourire éclatant, corps mince dans des robes ajustées, photo après photo, dans des restaurants, sur des plages que je ne reconnaissais pas, dans des chambres d'hôtel. Sur l'une d'elles, ils s'embrassaient. Sur une autre, elle portait un collier que j'avais vu dans la vitrine de la bijouterie sur les Champs-Élysées. Un collier que j'avais montré à Jérémie en disant qu'il était magnifique. Trop cher, m'avait-il répondu. On n'a pas besoin de ce genre de folie. Mais il l'avait acheté. Pour elle. J'ai continué à fouiller. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient glacées, mécaniques, comme détachées de mon corps. Des reçus, restaurants chics, hôtels de luxe, bijoux, vêtements, voyages, un week-end à Venise. Déplacement professionnel, m'avait-il dit. 4 jours à Barcelone. Réunion importante avec des investisseurs. 1 semaine à Nice. Congrès international. Il y avait aussi des lettres manuscrites, avec une écriture fine, élégante. Mon amour, hier soir, était merveilleux. J'attends avec impatience notre prochain rendez-vous. Tu me manques déjà. Sylvie, la consultante en communication. La carte de visite que j'avais trouvée des mois plus tôt. Ce n'était pas une aventure passagère. Ce n'était pas une erreur. C'était une vie parallèle. Une vie entière qu'il menait depuis... Combien de temps? J'ai regardé les dates sur les reçus. 3 ans. Peut-être 4. Pendant que je préparais ses repas. Pendant que je repassais ses chemises. Pendant que je souriais au dîner. Pendant que je l'attendais. Seul, dans cette grande maison vide, il vivait une autre vie. Je me suis assise sur le bord du lit, les photos étalées autour de moi. Je ne pleurais pas encore. J'étais comme anesthésiée, comme si mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. Puis j'ai trouvé autre chose, une enveloppe Kraft, coincée au fond du tiroir. À l'intérieur, des documents bancaires, un compte que je ne connaissais pas, à son nom uniquement, avec des virements réguliers, des milliers d'euros, des dizaines de milliers. Loyer appartement rue de Rivoli, 1 800 € par mois. Il lui payait un appartement. Virement Sylvie Moreau, 2 500 €. Il lui donnait de l'argent, comme une allocation mensuelle, pendant que moi, je devais lui demander la permission pour acheter une nouvelle robe. Pendant que je comptais mes dépenses au supermarché pour ne pas gaspiller son argent, il entretenait cette femme depuis des années. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Non. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à de la dignité, à de l'estime de soi. Toutes ces années où je m'étais effacée, où je m'étais fait toute petite, où j'avais renoncé à mes rêves, à mes ambitions, à ma propre identité. Pourquoi? Pour un homme qui vivait une double vie, pour un homme qui dépensait des fortunes pour une autre femme pendant que je portais les mêmes vêtements depuis 5 ans. J'ai ramassé toutes les photos, tous les reçus, toutes les preuves. Je les ai mises dans une grande enveloppe, puis j'ai refermé le tiroir à clé et j'ai remis la clé exactement où je l'avais trouvée. Je suis descendue dans le salon. Je me suis assise dans le fauteuil, près de la fenêtre, l'enveloppe sur mes genoux. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les heures ont passé. Le soleil a tourné. Les ombres ont bougé dans le jardin. Je ne bougeais pas. Je pensais à toutes ces années. À toutes ces fois où j'avais douté de moi, où j'avais cru que c'était ma faute s'il s'éloignait, que je n'étais pas assez belle, pas assez intéressante, pas assez jeune, alors que le problème n'avait jamais été moi. Le problème avait toujours été lui. À 19h, mon téléphone a sonné. C'était Margot. « Maman, ça va? Ta voix est bizarre. Tout va bien, ma chérie? Tu es sûre? » « Oui, mais elle m'entendait. Elle savait. « Maman, je passe te voir demain matin. D'accord? Avec Camille. D'accord. » J'ai raccroché. Le soir est tombé. Les lumières du jardin se sont allumées automatiquement. Jérémie n'était toujours pas rentré.
Il était avec elle. Évidemment. À 22 heures, j'ai entendu la voiture dans l'allée. La clé dans la serrure. Ses pas dans l'entrée. Agathe, je suis là. Il est entré dans le salon, la cravate défaite, l'air fatigué. Tu ne dors pas encore? Non. Il m'a regardé, l'enveloppe sur mes genoux, son regard s'est figé. Qu'est-ce que c'est? À ton avis? Le silence qui a suivi était assourdissant. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis il s'est approché, a tendu la main vers l'enveloppe. Ne me touche pas, ai-je dit calmement. Ma voix était froide. Je ne me reconnaissais pas moi-même. Agathe, écoute. Combien de temps? Quoi? Combien de temps avec cette Sylvie? Il a détourné les yeux. C'est compliqué. Réponds. Combien de temps? 4 ans. 4 ans. Il l'a dit comme ça, simplement, comme s'il parlait de la météo. Et tu comptais me le dire un jour? Je ne sais pas. C'est difficile à expliquer. Essaye. Il s'est assis sur le canapé, les mains sur les genoux. Tu ne comprendrais pas. Oh, mais je comprends très bien. Tu as une maîtresse, tu lui payes un appartement, tu l'emmènes en voyage, tu lui achètes des bijoux, pendant que moi, je t'attends ici comme une idiote. Ne dis pas ça. Pourquoi? C'est la vérité. J'ai été idiote. Idiote de te faire confiance. Idiote de croire que nous étions heureux. Idiote de sacrifier ma vie pour la tienne. Il a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois en 40 ans, j'ai vu de la peur dans son regard. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Agathe, s'il te plaît, pense à Margot. Pense à Camille. Pense à tout ce que nous avons construit. Ce que nous avons construit? Ma voix est montée malgré moi. J'ai tout construit, Jérémie. Toute seule. Pendant que toi, tu construisais une autre vie avec une autre femme. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Explique-moi. Il s'est tu, parce qu'il n'y avait rien à expliquer, rien à justifier. Il m'avait trahi. Simplement, totalement. Je me suis levée. Tu dors dans la chambre d'amis. Agathe, maintenant. Il est parti sans un mot. Je suis restée dans le salon, l'enveloppe à la main. Puis j'ai monté l'escalier, je suis entrée dans notre chambre, ma chambre maintenant, et j'ai verrouillé la porte. Je me suis allongée sur le lit, tout habillée. J'ai sorti le mouchoir blanc de ma poche, et je l'ai tenu contre mon visage. Et là, enfin, j'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les années perdues, tous les rêves abandonnés, toute la femme que j'aurais pu être. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes, jusqu'à ce que le mouchoir soit trempé, jusqu'à ce que l'aube arrive. Et avec l'aube, quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de la colère, mais une colère froide, lucide, déterminée. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je savais une chose avec certitude. Je ne laisserai pas cet homme détruire ce qu'il me restait de dignité. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. Ou plutôt, je n'avais pas vraiment dormi. J'étais restée dans cette zone étrange entre le sommeil et la veille, où les pensées tournent en boucle sans jamais s'arrêter. Je me suis levée, j'ai pris une douche. L'eau chaude coulait sur mon visage, mais je ne sentais rien. J'étais comme engourdie. Je me suis habillée avec soin. Un tailleur pantalon bleu marine, des boucles d'oreilles en perles, du rouge à lèvres discret. Je voulais avoir l'air forte, digne, même si à l'intérieur, tout s'effondrait. Quand je suis descendue dans la cuisine, Jérémie était déjà là. Il buvait son café, debout près de la fenêtre, le dos tourné. Il ne s'est pas retourné quand je suis entrée. « Bonjour », ai-je dit. Il a hoché la tête sans me regarder. J'ai préparé mon thé en silence. Nous étions à 2 mètres l'un de l'autre, mais c'était comme s'il y avait un gouffre entre nous. Un gouffre de mensonges, de trahison, de silence. « Il faut qu'on parle », a-t-il fini par dire. Oui, il s'est retourné. Il avait mauvaise mine. Les yeux cernés, le teint gris. Avait-il dormi, lui? Probablement pas. « Je vais mettre fin à cette relation », a-t-il dit. « C'est fini, je te le promets. » J'ai posé ma tasse sur le comptoir. « Tu crois vraiment que c'est aussi simple? Je vais tout arrêter. Je ne la reverrai plus. Nous pouvons tourner la page. Oublier tout ça. » Oublier? J'ai presque ri. Un rire sans joie, sans humour. Oublier 4 ans de mensonges? Oublier que tu as dépensé des fortunes pour elle pendant que je comptais chaque centime? Oublier que tu m'as humilié, trahi, pendant que je prenais soin de toi, de notre maison, de notre famille? Je sais que j'ai fait une erreur. Une erreur? Ma voix tremblait maintenant. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est arriver en retard à un dîner. Mais ce que tu as fait, Jérémie, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Tu as choisi de me mentir.
Chaque jour, pendant 4 ans, il a baissé les yeux. Je ne voulais pas te faire de mal. Alors pourquoi l'as-tu fait? Il a cherché ses mots. J'avais besoin de quelque chose de différent, de nouveau. Avec toi, c'était devenu routinier. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Routinier. 40 ans de mariage, 40 ans de dévouement, 40 ans à construire une vie ensemble. Et pour lui, j'étais devenue routinière. Je vois, ai-je dit d'une voix blanche. Donc c'est ma faute, parce que je n'étais plus assez excitante, parce que j'ai vieilli, parce que j'ai consacré ma vie à toi et à notre famille au lieu de rester jeune et séduisante. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce que tu penses. Il s'est approché, a tendu la main vers moi. Je me suis reculée. Ne me touche pas. Agathe, s'il te plaît, laisse-moi une chance. Je vais changer. Je vais être l'homme que tu mérites. L'homme que je mérite? J'ai secoué la tête. Tu n'as aucune idée de l'homme que je mérite, Jérémie, parce que tu ne m'as jamais vraiment vu. Tu as vu une femme qui s'occupait de ta maison, une femme qui souriait à tes amis, une femme qui ne posait pas de questions. Mais tu ne m'as jamais vu, moi. À cet instant, on a sonné à la porte. Margot. J'avais oublié qu'elle devait venir. Ne dis rien, a murmuré Jérémie. Pas devant elle, s'il te plaît. Je l'ai regardé. Même maintenant, même après tout, il pensait à préserver les apparences. Je suis allée ouvrir. Margot était là, avec Camille. Ma petite fille portait son sac à dos rose, celui avec des étoiles argentées. Elle m'a souri. « Bonjour, mamie Agathe !» Je me suis agenouillée pour la serrer dans mes bras, son petit corps chaud contre le mien, son innocence, sa confiance. « Bonjour, mon trésor !» Margot m'a regardée avec attention. Elle savait. Elle voyait ce que Camille ne pouvait pas voir. « Maman ?» a-t-elle dit doucement. « Ça va ?»« Oui, ma chérie. Entrez. » Jérémie était toujours dans la cuisine. Quand il a vu Margot, il a forcé un sourire. « Ma fille, quelle belle surprise !» Mais Margot n'est pas dupe. Elle a regardé son père, puis moi, et elle a compris que quelque chose n'allait pas. « Camille, ma chérie, ai-je dit à ma petite fille, tu veux aller dans le jardin voir si les roses ont fleuri ?»« Oui. » Elle est partie en courant. Dès qu'elle a été dehors, Margot s'est tournée vers nous. « Qu'est-ce qui se passe ?» Jérémie a ouvert la bouche, mais je l'ai coupée. « Ton père a une liaison, depuis 4 ans. » Le silence qui a suivi était terrible. Margot est devenue blanche. Elle s'est appuyée contre le comptoir. « Quoi ? Je suis désolée, » a dit Jérémie. « Je suis tellement désolée. »« Tu es désolée ?» La voix de Margot était glaciale. « Tu trompes maman pendant 4 ans et tout ce que tu trouves à dire, c'est que tu es désolée ? Margot, tu ne comprends pas. Oh si, je comprends parfaitement. Pendant que maman prenait soin de toi, de nous, de tout, toi tu menais une double vie. Ce n'est pas si simple. Alors explique-moi. Explique-moi comment un homme peut trahir sa femme pendant des années. Comment il peut rentrer à la maison, l'embrasser, lui mentir en face, tous les jours. Jérémie s'est tu. Il n'avait pas de réponse. Margot s'est tournée vers moi. « Maman, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas encore. Tu devrais partir. Tu devrais le quitter. » Margot, non. Jérémie a paniqué. « Ne dis pas ça. Nous sommes une famille. » « Une famille ?» Margot a ri amèrement. « Tu as détruit notre famille, papa. Toi, pas nous. » À cet instant, Camille est revenue en courant dans la cuisine. « Mamie, les roses sont magnifiques. Tu viens voir ?» J'ai regardé ma petite fille. Ses yeux brillants, son sourire innocent. Elle ne savait rien de tout ce drame qui se jouait autour d'elle. « Oui, mon trésor. J'arrive. » Margot a pris ma main et l'a serrée fort. « Maman, tu n'es pas seule. Tu m'entends ? Quoi que tu décides, je suis avec toi. » Ces mots m'ont fait plus de bien que tout ce que Jérémie aurait pu dire. Les jours suivants ont été étranges. Jérémie et moi vivions dans la même maison, mais nous ne nous parlions presque plus. Il dormait dans la chambre d'amis. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir. Avait-il vraiment rompu avec Sylvie ? Je n'en savais rien. Et au fond, je m'en fichais, parce que quelque chose avait changé en moi, quelque chose d'irréversible. Je ne l'aimais plus. Ou plutôt, je ne l'aimais plus de la même façon. L'amour que j'avais eu pour lui s'était transformé en quelque chose de différent. En pitié, peut-être. En déception, certainement. Mais pas en haine. Non, je ne le haïssais pas. Je le regardais juste avec des yeux neufs. Et je voyais un homme vieillissant, effrayé, qui avait tout gâché. Un soir, j'étais dans le salon quand j'ai entendu la sonnerie de son téléphone. Il l'avait laissé sur la table basse. Je me suis approchée. L'écran affichait un message. « Je t'en prie, rappelle-moi.
On ne peut pas finir comme ça. Je t'aime. S. Sylvie. Donc il ne lui avait pas dit que c'était fini. Ou bien il lui avait dit, mais elle ne voulait pas le laisser partir. J'ai éteint l'écran. J'ai reposé le téléphone exactement où il était. Quand Jérémy est rentré 1 heure plus tard, je ne lui ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Et il a vu dans mes yeux que je savais. Agathe, tais-toi. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu mens. Encore. Toujours. Je vais régler ça. Non, tu ne vas rien régler. Parce que tu ne sais pas comment. Tu ne sais que mentir. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé un avocat. Maître Dubois, un homme que des amis m'avaient recommandé. Madame Perrault? Oui, je voudrais demander le divorce. Les mots sont sortis de ma bouche avant même que je réalise ce que je disais. Mais une fois prononcés, j'ai su que c'était la bonne décision. Très bien. Pouvez-vous venir à mon cabinet lundi prochain? Oui. Apportez tous les documents pertinents. Relevés bancaires, preuves, tout ce qui pourrait être utile. J'ai des photos, des reçus, des preuves de son infidélité. Parfait. À lundi, madame. J'ai raccroché. J'ai sorti le mouchoir blanc de ma poche et je l'ai regardé longuement. Les initiales brodées brillaient dans la lumière de la lampe. AP, Agathe Perrault. J'allais bientôt reprendre mon nom de jeune fille. Agathe Beaumont, la femme que j'aurais dû rester. Le lundi suivant, je me suis rendue au cabinet de Maître Dubois. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris, au regard bienveillant. Il m'a écouté pendant 2 heures. J'ai tout raconté. Les mensonges, les voyages, l'appartement, l'argent. Vous avez un dossier solide, Madame Perrault, a-t-il dit. Très solide. Je ne veux pas de scandale. Je veux juste ma part, ce qui m'est dû. Vous avez été mariée sous le régime de la communauté de biens? Oui. Alors vous avez droit à la moitié de tout. La maison, les comptes, les investissements. La moitié. Après 40 ans de mariage, la moitié me semblait si peu. Mais c'était mieux que rien. Très bien. Je vais préparer les papiers. Votre mari sera convoqué au tribunal. Au tribunal. Je n'imaginais pas encore ce qui allait se passer dans cette salle d'audience. Je ne savais pas que Camille serait là. Que tout allait basculer. Mais pour l'instant, j'avais juste fait le premier pas. Le premier pas vers ma liberté. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, Jérémy était dans le salon. Il m'a regardé. Où étais-tu? Chez un avocat. Il est devenu blanc. Quoi? Je demande le divorce, Jérémy. Non, non, tu ne peux pas faire ça. Si, je peux, et je le fais. Il s'est levé, a traversé la pièce. Agathe, s'il te plaît, réfléchis. Nous pouvons encore sauver notre mariage. Il n'y a rien à sauver. Pense à Margot, à Camille. Je pense à elle, et je pense surtout à moi. Pour la première fois en 40 ans, je pense à moi. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Tu es sérieuse? Oui, tu vas le regretter. Tu n'as rien, Agathe. Pas d'argent, pas de travail, pas de diplôme. Sans moi, tu n'es rien. Ces mots auraient dû me blesser. Il y a quelques semaines, ils m'auraient détruite. Mais maintenant, ils m'ont juste fait sourire. Tu te trompes, Jérémy. J'ai quelque chose que tu n'auras jamais. J'ai ma dignité. Et je suis montée dans ma chambre, le laissant seul dans le salon. Cette nuit-là, j'ai dormi pour la première fois depuis des semaines. Un sommeil profond, sans rêve, sans angoisse, parce que j'avais enfin pris une décision. Et que cette décision, même si elle était douloureuse, était la mienne. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous chez l'avocat, de papiers à signer, de comptes à vérifier. Jérémy essayait encore de me convaincre de renoncer. Il m'envoyait des messages, des fleurs, des lettres, mais je ne répondais pas. Margot venait souvent me voir. Elle m'apportait à manger, s'assurait que j'allais bien. Camille aussi venait, avec ses dessins, ses rires, son innocence qui me rappelait qu'il y avait encore de la beauté dans ce monde. Un après-midi, alors que Camille dessinait sur la table de la cuisine, Margot m'a dit « Maman, je suis fière de toi. » J'ai levé les yeux, surprise. Pourquoi? Parce que tu as choisi de ne pas rester. Tellement de femmes seraient restées, par peur, par habitude, par honte. Mais toi, tu as choisi ta dignité. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Je n'avais pas le choix, ai-je murmuré. Si, tu avais le choix, et tu as fait le bon. Camille a levé son dessin. Regarde, mamie, c'est toi. C'était un dessin coloré, plein de vie. Une femme avec des cheveux gris, un grand sourire, entourée de fleurs.
C'est magnifique, mon trésor. C'est toi quand tu es heureuse, a-t-elle dit. Quand j'étais heureuse. Est-ce que j'avais été heureuse? Vraiment heureuse? Peut-être pas depuis longtemps, mais je le serai à nouveau. Un jour, j'en étais certaine. Le jour de l'audience est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. C'était un mardi matin de mars. Le ciel était gris, chargé de nuages lourds qui menaçaient de se déverser à tout moment. J'avais mis mon tailleur bleu marine, celui que je portais le jour où j'étais allé voir Maître Dubois pour la première fois. Mes cheveux étaient attachés en chignon, du rouge à lèvres discret, des boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait offertes il y a des années. Je voulais avoir l'air digne, forte, même si à l'intérieur, mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Margot était venue me chercher. Elle conduisait en silence, jetant des regards inquiets dans ma direction. « Maman, tu es prête ?» Aussi prête que possible. Tu n'as pas à avoir peur. Tu as raison. Tu as toutes les preuves. Je sais, mais ce n'était pas la peur qui me nouait l'estomac. C'était autre chose. Une sensation étrange, comme si ma vie était sur le point de basculer définitivement. Comme si, après aujourd'hui, rien ne serait plus jamais pareil. Et j'avais raison. Nous sommes arrivés au tribunal. Un grand bâtiment austère, en pierre grise, avec des colonnes imposantes. Des gens entraient et sortaient, certains l'air soulagés, d'autres effondrés. Maître Dubois nous attendait à l'entrée. « Madame Perrault, bonjour, tout va bien se passer. J'espère. Votre mari et son avocat sont déjà à l'intérieur. » Mon cœur s'est serré. J'allais le revoir. Après des semaines à vivre dans la même maison comme des étrangers, j'allais me retrouver face à lui, dans une salle de tribunal, devant un juge. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. C'était une pièce rectangulaire, aux murs beige pâle, avec des rangées de chaises en bois. Au fond, une estrade où siégeait le juge. Un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs, au regard sévère mais juste. Jérémie était déjà assis du côté droit, avec son avocat. Maître Fontaine, un homme corpulent, au costume coûteux, qui me regardait comme si j'étais un obstacle à contourner. Jérémie portait son costume gris anthracite, celui qu'il mettait pour les occasions importantes. Il avait maigri. Son visage était creusé, ses yeux cernés. Il m'a regardé quand je suis entrée, mais j'ai détourné les yeux. Je me suis assise du côté gauche, Margot à mes côtés, Maître Dubois à ma droite. Et puis, à ma grande surprise, j'ai vu Thomas entrer dans la salle. Et avec lui, Camille, ma petite fille, 8 ans, dans sa robe bleu marine, ses cheveux attachés avec un ruban blanc. Elle portait son petit sac à dos rose, avec des étoiles argentées. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» ai-je murmuré à Margot. Elle a insisté pour venir. Elle dit qu'elle doit être là. Mais c'est un tribunal. Ce n'est pas un endroit pour une enfant. Margot a posé sa main sur la mienne. Elle sait, maman. Elle sait tout. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Comment? Elle a entendu. Une conversation entre Thomas et moi. Elle a compris ce que papa t'avait fait. Et elle a quelque chose à montrer. Quelque chose à montrer? Mais avant que Margot puisse répondre, le juge a frappé son marteau. Nous allons commencer. Affaire Perrault contre Perrault. Demande de divorce pour faute. Maître Fontaine s'est levé immédiatement. Votre honneur, mon client conteste formellement cette demande de divorce. Madame Perrault n'a aucune raison valable de demander la dissolution de ce mariage. Il s'agit d'un caprice, d'une décision irréfléchie motivée par « objection », a coupé Maître Dubois en se levant. Nous avons des preuves tangibles d'une infidélité de longue durée. Le juge a regardé Jérémie. « Monsieur Perrault, avez-vous eu une relation extra-conjugale ?» Jérémie s'est levé lentement. Il a jeté un regard vers moi. Puis il a dit « Oui, votre honneur, mais c'est terminé. J'ai mis fin à cette relation. Je souhaite sauver mon mariage. Madame Perrault ?» Maître Dubois m'a fait signe de me lever. Je me suis levée, les jambes tremblantes. Je ne souhaite plus continuer ce mariage, votre honneur. La confiance a été brisée de manière irréparable. Maître Fontaine a ri. Un rire méprisant, condescendant. Votre honneur, il faut être réaliste. Madame Perrault a 71 ans. Elle n'a pas travaillé depuis 40 ans. Elle n'a aucune qualification, aucune source de revenus. Sans mon client, elle n'a... Et c'est là que Jérémie l'a dit. Cette phrase qui allait tout changer. Il s'est levé brusquement, coupant son propre avocat. Cet inutile ne recevra rien. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tous les regards se sont tournés vers lui. Le juge a froncé les sourcils. Maître Dubois a ouvert la bouche, choqué. Même Maître Fontaine semblait embarrassé. Et moi, j'étais pétrifié,
Inutile. Après 40 ans de mariage, après avoir renoncé à ma carrière pour lui, après avoir élevé sa fille, après avoir géré sa maison, reçu ses clients, soutenu ses ambitions, j'étais inutile. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues. Je ne voulais pas pleurer. Pas devant lui. Pas devant tous ces gens. J'ai serré le mouchoir blanc dans ma poche. Mes doigts ont trouvé les initiales brodées. AP. Et c'est à ce moment-là que Camille s'est levée. Ma petite fille. Ses grands yeux noisettes fixés sur le juge. Elle se tenait droite, les épaules en arrière, avec une assurance que je ne lui connaissais pas. « Monsieur le juge », a-t-elle dit d'une voix claire. Tout le monde s'est retourné vers elle. Le juge a souri doucement. « Oui, mademoiselle ? Est-ce que je peux montrer quelque chose ?» Le juge a regardé Margot, puis moi, surpris qu'une enfant prenne la parole dans son tribunal. « Montrer quelque chose ? Un vidéo », a précisé Camille en sortant sa tablette de son sac à dos rose. Jérémie a pâli. J'ai vu la couleur quitter son visage. Ses mains se sont crispées sur la table devant lui. « Votre honneur », a protesté Maître Fontaine. « C'est une enfant. Elle ne peut pas. » Mais le juge a levé la main pour le faire taire. « Approchez, mademoiselle. » Camille a marché vers le bureau du juge avec cette démarche d'enfant qui ne doute pas encore du monde. Ses petites chaussures vernies claquaient sur le sol en marbre. Elle a tendu la tablette au juge. « C'est un vidéo que j'ai fait il y a 3 semaines. Je l'ai montré à maman et à papa. Ils m'ont dit que je devais le montrer ici. » Le juge a pris la tablette et l'a connectée au projecteur de la salle. « Très bien. Voyons cela. » L'écran blanc sur le mur s'est allumé. Et ce que nous avons vu a figé tout le monde. C'était un vidéo tremblant, filmé avec la tablette de Camille. On voyait d'abord le sol, puis le plafond, puis un restaurant. Un restaurant élégant. Des nappes blanches, des verres en cristal, des bougies sur les tables. « J'étais avec papa et maman dans un restaurant », a expliqué Camille de sa petite voix. « J'avais besoin d'aller aux toilettes. En revenant, je me suis perdue, j'ai pris le mauvais couloir. Et c'est là que j'ai vu grand-père. L'image a bougé. Et là, dans un coin du restaurant, assis à une table intime, il y avait Jérémie, avec Sylvie. Elle était exactement comme sur les photos. Blonde, jeune, belle. Elle riait. Jérémie tenait sa main sur la table. Il l'a portée à ses lèvres et l'a embrassée tendrement. La voix de Camille, étouffée, s'entendait sur le vidéo. « Grand-père » Jérémie avait sursauté. Il avait lâché la main de Sylvie et s'était retourné brusquement. « Camille, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je cherchais les toilettes. C'est qui, elle ?»« C'est une amie, une collègue de travail. Pourquoi tu lui tenais la main ?»« Camille, écoute, il ne faut pas en parler à mamie Agathe, d'accord ? C'est notre secret. Mais, Camille, s'il te plaît, tu es une grande fille. Tu comprends que parfois, les adultes ont des secrets. Si tu en parles à mamie Agathe, ça va lui faire beaucoup de peine. » Sur le vidéo, on voyait Camille hocher la tête lentement. « D'accord, grand-père. C'est bien. Allez, va retrouver tes parents. Et n'oublie pas, notre secret. » Le vidéo s'est arrêté. Le silence dans la salle était total. Jérémie était blanc comme un linge. Il regardait Camille avec une expression de trahison absolue. Mais c'est le juge qui a parlé en premier. « Mademoiselle, pourquoi avez-vous filmé cela ?» Camille a baissé les yeux. « Parce que grand-père me demandait de mentir à mamie Agathe. Et maman m'a toujours dit qu'on ne doit jamais mentir. Surtout pas aux gens qu'on aime. » Le juge a hoché la tête lentement. « Vous avez fait preuve d'un grand courage. Vous pouvez retourner vous asseoir. » Camille est revenue vers nous. Je l'ai prise dans mes bras. Elle tremblait. « Je suis désolée, mamie. Je ne voulais pas garder ce secret. Mais grand-père m'a dit « Chut, mon trésor. Tu as fait ce qu'il fallait. » Le juge s'est tourné vers Jérémie. « Monsieur Perrault, non seulement vous avez trompé votre épouse, mais vous avez également manipulé votre petite fille pour qu'elle vous couvre. Vous lui avez demandé de mentir à sa propre grand-mère. » Jérémie ne disait rien. Il fixait la table devant lui. « Et ce vidéo date d'il y a 3 semaines. Ce qui signifie que vous n'aviez pas mis fin à cette relation, contrairement à ce que vous venez de déclarer sous serment. Et pour finir, vous avez qualifié votre épouse, une femme qui vous a consacré 40 ans de sa vie, d'inutile. » Le juge a retiré ses lunettes et a regardé Jérémie avec un mépris évident. « Monsieur Perrault, j'ai vu beaucoup de choses dans ce tribunal, mais rarement autant de malhonnêteté et de cruauté. » Il s'est tourné vers moi. « Madame Perrault, le divorce pour faute est accordé. Vous recevrez la moitié de tous les biens communs, plus une pension compensatoire substantielle compte tenu de la durée du mariage et des circonstances. » Maître Fontaine a voulu protester,
Mais le juge l'a coupé d'un geste. L'audience est terminée. Le marteau est tombé. C'était fini. J'étais libre. Autour de moi, les gens commençaient à se lever. Margot me serrait dans ses bras. Thomas félicitait Maître Dubois. Camille tirait sur ma manche. « Mamie, tu n'es pas fâchée contre moi ?» Je me suis agenouillée devant elle et j'ai pris son petit visage entre mes mains. « Fâchée ? Ma chérie, tu viens de me donner le plus beau cadeau. Tu m'as donné ma liberté. »« C'est vrai ? Oui, tu es la plus courageuse des petites filles. » Elle m'a serré fort dans ses bras. Derrière nous, j'ai entendu la voix de Jérémie. « Agathe. » Je me suis retournée. Il était debout, seul. Maître Fontaine était déjà parti. Il avait l'air perdu, vieux, diminué. « Je peux te parler ? Je n'ai rien à te dire. S'il te plaît, juste une minute. » Margot a voulu intervenir, mais j'ai posé ma main sur son bras. « C'est bon. Une minute. » Nous nous sommes éloignés dans un coin de la salle. « Je suis désolé, » a-t-il dit. « Pour tout, pour ce que j'ai dit. » Je ne le pensais pas. « Si, tu le pensais. » Non, j'étais en colère. J'étais effrayée. J'ai dit des choses. Tu as dit la vérité, Jérémie. Tu as toujours pensé que je n'étais rien sans toi, que je n'avais aucune valeur. Ce n'est pas vrai. Mais ça l'est devenu. Parce que pendant 40 ans, je me suis effacée pour toi. Je me suis rendue inutile. Je me suis oubliée. Il a baissé la tête. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai sorti le mouchoir blanc de ma poche. Je l'ai regardé une dernière fois. Les initiales brodées. AP, Agathe Perrault. Puis je l'ai tendu à Jérémie. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau de ma mère. Le jour de notre mariage. Elle m'a dit que chaque femme avait besoin d'un endroit où pleurer ses joies. Il l'a pris, confus. Pendant 40 ans, j'ai pleuré dans ce mouchoir. Des larmes de joie au début. Puis des larmes de fatigue, de solitude, de douleur. Et maintenant, je lui ai pris le mouchoir des mains et je l'ai posé sur la table à côté de nous. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Je me suis retournée et je suis partie, sans regarder en arrière. Margot, Thomas et Camille m'attendaient à la sortie du tribunal. Le soleil avait percé les nuages. Il faisait beau, doux. « Où veux-tu aller, maman ?» a demandé Margot. J'ai respiré profondément. L'air était frais, vivifiant. « Je veux aller dans un café, un beau café, commander un gâteau et du champagne. »« Du champagne ? Oui, parce qu'aujourd'hui, je célèbre. »« Tu célèbres quoi ?» J'ai souri. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. Ma renaissance. Les semaines qui ont suivi l'audience ont été étranges, comme si je vivais dans un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Le lendemain du jugement, je suis retournée à la maison de Neuilly. Notre maison. Enfin, plus vraiment notre. Le juge avait ordonné que la propriété soit mise en vente et que le produit soit divisé équitablement. Jérémie n'était pas là. Il était parti chez son frère à Lyon, m'avait dit Maître Dubois. Il ne voulait pas me croiser. Tant mieux. Je n'avais aucune envie de le voir non plus. Je suis entrée dans cette maison où j'avais vécu pendant plus de 30 ans. Les pièces étaient exactement comme je les avais laissées. Le salon impeccable, la cuisine rangée, les rideaux que j'avais choisis avec tant de soin. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus ma maison. C'était juste un lieu. 4 murs, du parquet, des meubles. Tous les souvenirs qui auraient dû me nouer la gorge ne venaient pas. J'ai regardé le fauteuil près de la fenêtre, celui où je lisais autrefois, la table où nous prenions nos repas en silence, le balcon où j'arrosais les rosiers, et je n'ai rien ressenti. Ni tristesse, ni nostalgie, ni regret, juste du vide. Margot est arrivée en fin de matinée avec des cartons et du ruban adhésif. « Prête à emballer ta vie, maman ?» J'ai souri. Prête à emballer ce qui en vaut la peine. Le reste peut partir. Nous avons commencé par ma chambre. J'ai ouvert les placards, les tiroirs, 40 ans de vêtements. Certains que je n'avais pas portés depuis des années. Des robes qui ne m'allaient plus. Des chaussures démodées. Des écharpes que Jérémie m'avait offertes pour Noël, année après année, sans jamais vraiment faire attention à mes goûts. « Tu gardes ça ?» demandait Margot en me montrant une robe grise. « Non. Et ça ? Non plus. Maman, tu ne gardes presque rien. Parce que je ne veux rien garder de cette vie. J'ai ouvert le tiroir de ma commode, mes sous-vêtements, mes bas, et tout au fond, enveloppé dans du papier de soie, le mouchoir blanc. Je l'avais laissé sur la table du tribunal. Mais apparemment, quelqu'un l'avait récupéré et l'avait rapporté ici. Je l'ai pris dans mes mains.
Les initiales brodées brillaient doucement. AP. Qu'est-ce que c'est? A demandé Margot. Un souvenir. Tu le gardes? J'ai hésité. Ce mouchoir avait été avec moi pendant toutes ces années. Il avait absorbé mes larmes, mes joies, mes peines, mais c'était aussi le symbole de tout ce que j'avais enduré, de toutes les fois où j'avais pleuré en silence, de toutes les fois où j'avais baissé la tête. Non, ai-je finalement dit, je ne le garde pas. Tu es sûre? Grand-mère te l'avait offert. Justement, elle me l'avait offert pour pleurer mes joies, mais j'y ai surtout pleuré mes peines. Il est temps de tourner la page. J'ai replié le mouchoir soigneusement et je l'ai mis dans un carton marqué « À donner ». Margot m'a regardée avec fierté. « Tu es incroyable, maman. Je suis juste fatiguée de porter le poids du passé. » Nous avons continué à trier. Les livres que j'aimais, les photos de Margot enfant, les dessins que Camille m'avait offerts au fil des années. Voilà ce que je gardais. Le reste, je le laissais. En fin d'après-midi, nous avons fait une pause. Margot a préparé du thé et nous nous sommes assises dans le salon, entourées de cartons. « Où vas-tu habiter ?» m'a-t-elle demandé. « Je ne sais pas encore. J'ai regardé quelques appartements, quelque chose de plus petit, plus simple. »« Tu peux venir chez nous, tu sais, nous avons de la place. »« C'est gentil, ma chérie, mais j'ai besoin de mon propre espace. J'ai passé 40 ans à vivre pour quelqu'un d'autre. Il est temps que je vive pour moi. » Elle a souri. « Je comprends. » Nous avons bu notre thé en silence. Puis Margot a dit « Maman, je voulais te dire quelque chose. »« Oui, je suis désolée. »« Désolée? De quoi? De ne pas avoir vu plus tôt ce que papa te faisait subir, de ne pas avoir compris à quel point tu t'effaçais pour lui, de ne pas t'avoir encouragé à partir avant. » Mes yeux se sont embués. « Ma chérie, tu n'as rien à te reprocher. »« Si, j'aurais dû voir, j'aurais dû dire quelque chose. Tu étais sa fille. Ce n'était pas ton rôle de me protéger. C'était mon rôle de me protéger moi-même. Et je ne l'ai pas fait pendant longtemps. Mais maintenant, je le fais. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. » Le soir, je suis restée seule dans la maison. Margot était rentrée chez elle. Les cartons étaient empilés dans l'entrée. La maison était silencieuse. J'ai monté l'escalier jusqu'à ma chambre. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais de mars est entré, apportant avec lui l'odeur du jardin. Les rosiers que j'avais plantés 20 ans plus tôt commençaient à bourgeonner. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé autour de moi. Cette chambre, ce lit, combien de nuits y avais-je passé, seule, à attendre que Jérémie rentre? Combien de fois m'étais-je endormie en pleurant? Mais cette nuit, je ne pleurais pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Maître Dubois. « Madame Perrault ? Bonsoir, maître. Je voulais savoir où nous en sommes avec la vente de la maison. Nous avons déjà 3 offres intéressantes. Le marché est bon en ce moment. » Et parfait. Acceptez la meilleure. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas prendre plus de temps pour réfléchir? Non. Je veux tourner la page, le plus vite possible. Très bien. Et pour la pension compensatoire, votre mari a finalement accepté de verser 2 500 € par mois pendant 10 ans. 2 500 €. Le même montant qu'il versait à Sylvie. L'ironie ne m'a pas échappé. C'est acceptable. Parfait. Je vais préparer les documents finaux. Vous devriez pouvoir signer dans 2 semaines. Merci, maître. J'ai raccroché. 2 500 € par mois. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour vivre modestement. Et surtout, c'était à moi. Les jours suivants, j'ai visité des appartements, des petits studios, des 2 pièces, certains dans des quartiers que je ne connaissais pas, d'autres près de chez Margot. Et puis, un matin, j'ai trouvé un appartement au 5e étage d'un immeuble haussmannien dans le 14e arrondissement. 2 pièces, parquet d'origine, haut plafond, et surtout de grandes fenêtres qui donnaient sur un petit parc. « C'est lumineux », ai-je dit à l'agent immobilier. « Oui, et très calme. Le parc est agréable pour se promener. » Je le prends. Vous ne voulez pas réfléchir? Voir d'autres appartements? Non, celui-ci me plaît. C'était la première fois depuis longtemps que je prenais une décision aussi rapidement, sans demander l'avis de personne, sans hésiter, sans douter, et ça me faisait du bien. Le déménagement a eu lieu 3 semaines plus tard. Margot, Thomas et même quelques amis que j'avais retrouvés sont venus m'aider. Nous avons transporté les cartons, monté les meubles, accroché les rideaux. Camille courait partout, excitée. « Oh, c'est joli chez toi, mamie. Tu trouves? Oui, et tu as vu sur les arbres. » Le soir, quand tout le monde est parti,
Je me suis assise sur le canapé de mon nouveau salon. Mon appartement. Pour la première fois depuis 40 ans, j'étais seule, vraiment seule. Et je n'avais pas peur. J'ai ouvert une bouteille de vin, un bon Bordeaux que j'avais acheté pour l'occasion. J'ai rempli un verre et je me suis installée près de la fenêtre. Les lumières du parc s'allumaient une à une. Des gens se promenaient. Des enfants jouaient encore malgré l'heure tardive. La vie continuait. Ma vie continuait. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que Jérémy, lui, ne s'en sortait pas aussi bien. J'ai appris par Maître Dubois que son entreprise traversait des difficultés. Des clients importants étaient partis après le scandale du divorce. Parce que oui, l'affaire avait fait du bruit. Une petite fille de 8 ans qui dénonce son grand-père devant un tribunal, ça ne passe pas inaperçu. Certains journaux en avaient parlé. Discrètement, mais suffisamment pour que le nom de Jérémy soit associé à la tromperie, à la manipulation, à la cruauté. Et dans le milieu des affaires, la réputation est tout. Votre ex-mari a dû licencier une partie de son personnel, m'a dit Maître Dubois un jour. Je vois. Et apparemment, mademoiselle Moreau l'a quitté. J'ai levé les yeux. Sylvie? Oui? Elle est partie avec un homme plus jeune, un associé de votre ex-mari, ironiquement. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, de la joie même, mais je n'ai rien ressenti, juste de l'indifférence. Jérémy n'était plus mon problème, il n'était plus rien pour moi. Un soir, environ 2 mois après le déménagement, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Agathe, c'est moi, Jérémy. Ma première réaction a été de raccrocher. Mais quelque chose m'a retenu. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je vais bien. Tu as trouvé un appartement? Oui. C'est bien? Très bien. Un silence. Agathe, je me demandais si quoi? Si on pourrait se voir. Discuter. Non. S'il te plaît, juste un café. Jérémy, c'est fini. Nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Je le sais maintenant. Tu le sais maintenant parce que tu as tout perdu. Ton entreprise périclite. Sylvie t'a quitté. Tu es seule. Mais quand tu avais tout, tu ne pensais pas à moi. Ce n'est pas vrai. Si, c'est la vérité. Et au fond de toi, tu le sais. Jérémy, je te souhaite bonne chance. Vraiment. Mais laisse-moi tranquille. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait vite. Mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. De la fierté. Je venais de dire non. Fermement. Définitivement. Et ça me faisait un bien fou. Les semaines ont passé. J'ai commencé à explorer ma nouvelle vie. J'ai rejoint un club de lecture dans le quartier. J'ai pris des cours de yoga. J'ai même commencé à écrire. Des petits textes, des réflexions, des souvenirs. Rien de sérieux. Juste pour moi. Un après-midi, alors que j'étais au parc avec Camille, elle m'a demandé « Mamie, tu es heureuse maintenant ?» J'ai réfléchi. Étais-je heureuse? Oui, mon trésor. Je crois que oui. Tu ne regrettes pas, grand-père? Non. Même pas un peu? Même pas un peu. Elle a hoché la tête, satisfaite. Tant mieux. Parce que tu mérites d'être heureuse. Ces mots simples, prononcés par une enfant de 8 ans. Tu mérites d'être heureuse. Pendant 40 ans, je n'avais pas pensé à ce que je méritais. J'avais pensé à ce que je devais faire, à mes obligations, à mes devoirs. Mais maintenant, pour la première fois, je pensais à ce que je méritais. Et je méritais d'être heureuse. Un soir de mai, j'étais assise à ma fenêtre, regardant le parc en contrebas. Les arbres étaient en fleurs. Les gens se promenaient, profitant de la douceur du printemps. J'ai pensé à tout le chemin parcouru. Depuis cette nuit où j'avais trouvé la carte de visite de Sylvie. Depuis cette journée où j'avais ouvert le tiroir fermé à clé. Depuis cette audience au tribunal. J'avais perdu beaucoup de choses. Une maison, un mari, une vie confortable. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. Ma dignité, mon estime de moi, ma liberté. Et ça, personne ne pourrait jamais me le reprendre. L'été est arrivé. Mon premier été seul depuis 40 ans. Je me suis inscrite à des cours d'aquarelle dans un petit atelier du quartier. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais osé. « Tu n'as pas de talent pour ça », m'avait dit Jérémy un jour où j'avais évoqué cette envie. Et j'avais rangé mes pinceaux avant même de les avoir sortis. Mais maintenant, plus personne ne me disait ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire. Le professeur s'appelait Madame Valentin. Une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs coupés courts, avec des lunettes rondes et un sourire bienveillant. « N'ayez pas peur de la couleur », nous disait-elle.
L'aquarelle pardonne tout. Même les erreurs deviennent belles. J'aimais cette idée, que les erreurs pouvaient devenir belles. Un après-midi, alors que je peignais un bouquet de pivoine, Madame Valentin s'est arrêtée derrière moi. « C'est magnifique, Agathe. Vous avez un vrai sens de la lumière. » « Vraiment ? » ?»« Oui. Vous devriez continuer. Peut-être même exposer un jour. » « Exposer. » Moi. Cette idée m'aurait semblé ridicule il y a quelques mois, mais maintenant, elle me faisait sourire. « Pourquoi pas ?» ai-je répondu. Les semaines passaient et je découvrais une nouvelle routine. Le matin, je me promenais au parc. L'après-midi, je peignais ou j'écrivais. Le soir, je lisais. Parfois, Margot et Camille venaient dîner. Parfois, je dînais seule. Et j'appréciais les deux. Un jour de juillet, alors que je prenais un café en terrasse près de chez moi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Madame Perrault ? » ?»« Oui, ici Claire Beaumont. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, chez Les Fontaines. » J'ai cherché dans ma mémoire. Claire Beaumont. Ah oui, une femme élégante, intellectuelle, qui dirigeait une galerie d'art dans le 6e arrondissement. Oui, je me souviens. J'ai appris pour votre divorce. Je suis désolée. Merci. En fait, je vous appelle pour une autre raison. Je cherche quelqu'un pour travailler à mi-temps dans ma galerie. Accueil, gestion des vernissages, contact avec les artistes. Et j'ai pensé à vous. J'ai failli lâcher mon téléphone. À moi ? Oui, je me souviens que vous aviez travaillé à la bibliothèque de la Sorbonne autrefois, et que vous aimiez l'art. C'était il y a très longtemps. L'art ne vieillit pas. Et vous non plus, d'après ce que j'ai entendu. J'ai souri malgré moi. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Venez me voir demain. On en discute, sans engagement. D'accord. J'ai raccroché, le cœur battant. Un travail. À 71 ans. Après 40 ans sans travailler. Est-ce que j'en étais capable ? Le lendemain, je me suis rendue à la galerie. C'était un espace lumineux, aux murs blancs avec de hauts plafonds et de grandes verrières. Des tableaux étaient accrochés çà et là. Des sculptures occupaient les coins. Claire m'a accueillie avec un grand sourire. « Agathe, entrez, entrez. » Nous avons discuté pendant 2 heures. De l'art, de la vie, de ce que je voulais faire maintenant. « Je vais être honnête avec vous, » ai-je dit. « Je n'ai pas travaillé depuis très longtemps. Je ne sais pas si... Agathe, j'ai besoin de quelqu'un qui aime l'art et qui sait parler aux gens. Pas d'un diplôme. Vous avez passé 40 ans à recevoir, à organiser, à gérer une maison. Vous savez créer une atmosphère. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous en êtes sûre ? Certaine. Alors, qu'en dites-vous ? J'ai respiré profondément. J'accepte. Son sourire s'est élargi. Parfait. Vous commencez lundi prochain. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai appelé Margot. « Maman, tout va bien ? » ?»« Oui, plus que bien. Je viens de trouver un travail. »« Quoi ? Vraiment ? » ?»« Oui, dans une galerie d'art. Maman, c'est merveilleux. Je sais, je n'arrive pas encore à y croire. Cette nuit-là, je me suis endormie avec un sourire aux lèvres. Les mois suivants ont été intenses. J'ai appris à utiliser un ordinateur pour gérer les réservations. J'ai rencontré des artistes, des collectionneurs, des amateurs d'art. J'ai organisé des vernissages, servi du champagne, parlé de tableaux pendant des heures. Et j'adorais ça. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais utile. Pas utile pour quelqu'un d'autre, utile pour moi-même. Un soir, après un vernissage particulièrement réussi, Claire m'a dit « Agathe, vous êtes une perle. Les artistes vous adorent. Les clients aussi. Merci. Non, je suis sérieuse. Vous avez un don pour mettre les gens à l'aise, pour leur faire sentir qu'ils sont importants. » Ces mots m'ont touchée plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pendant ce temps, j'apprenais par bribes ce qui se passait dans la vie de Jérémy. Margot me racontait parfois, pas par méchanceté, juste parce que c'était son père et qu'elle s'inquiétait pour lui. Son entreprise avait fermé. Il avait dû déclarer faillite. Les dettes s'accumulaient. Il avait vendu sa voiture, ses montres, ses costumes de luxe. Il vivait maintenant dans un petit studio dans le 19e arrondissement, seul, sans Sylvie qu'il avait quittée dès que l'argent avait commencé à manquer, sans ses amis qui s'étaient détournés après le scandale. Il a beaucoup vieilli, m'a dit Margot un jour. Il a l'air perdu. Je vois. Tu ne veux pas le voir? Lui parler? Non, même pas pour. Margot, écoute-moi bien. Ton père a fait ses choix. Il doit maintenant vivre avec les conséquences. Ce n'est pas à moi de le sauver. Je sais, mais c'est quand même triste. Oui, c'est triste, mais c'est la vie. En octobre, j'ai reçu un message de Maître Dubois.
Madame Perrault, votre ex-mari demande une réduction de sa pension compensatoire. Il dit qu'il n'a plus les moyens de payer 2500 € par mois. Je n'ai pas été surprise. Qu'en pensez-vous? Légalement, il peut faire une demande. Mais compte tenu des circonstances, je pense que le juge sera sévère. Que dois-je faire? C'est à vous de décider. Vous pouvez accepter une réduction ou refuser. J'ai réfléchi. 2500 €. C'était la somme qu'il versait à Sylvie pendant des années. La somme qu'il trouvait normale pour elle, mais excessive pour moi. Je refuse. S'il n'a plus les moyens, il aurait dû y penser avant. Très bien. Je transmets au tribunal. L'audience a eu lieu en novembre. J'y suis allée seule. Jérémy était là, amaigri, vêtu d'un costume froissé. Il ne m'a pas regardé. Son avocat a plaidé la situation financière difficile, la perte de l'entreprise, l'impossibilité de maintenir les paiements. Maître Dubois a répondu calmement. Monsieur Perrault a dilapidé son patrimoine pendant des années pour entretenir sa maîtresse. Il ne peut maintenant se plaindre d'avoir des difficultés financières. Les conséquences de ces actes ne sont pas la responsabilité de mon cliente. Le juge a écouté les deux parties, puis il a dit « Monsieur Perrault, vous avez trahi votre épouse pendant des années. Vous avez dépensé des sommes considérables pour une autre femme pendant que votre épouse vivait modestement. Vous avez qualifié cette femme d'inutile devant ce tribunal. Et maintenant, vous demandez de la pitié ?» Jérémy a baissé la tête. La pension compensatoire reste inchangée. 2500 € par mois. Vous trouverez un moyen de payer. Même si cela signifie prendre un emploi modeste, ce sera une bonne leçon d'humilité. Le marteau est tombé. Je suis sortie du tribunal sans un regard en arrière. Dehors, il pleuvait. Une pluie fine, douce. J'ai ouvert mon parapluie et j'ai marché lentement jusqu'au métro. Je ne ressentais ni joie ni tristesse, juste une sorte de paix intérieure. La vie avait fait son travail, sans que j'aie besoin de me venger, sans que j'aie besoin de lui faire du mal. Jérémy récoltait ce qu'il avait semé. Et moi, je récoltais enfin ce que j'avais semé aussi. La dignité, le respect de moi-même, une nouvelle vie. En décembre, la galerie a organisé une exposition spéciale, Femmes artistes. Claire m'avait demandé de coordonner tout l'événement. Le vernissage a été un immense succès. Plus de 100 personnes, des critiques d'art, des journalistes, des collectionneurs. À la fin de la soirée, Claire a levé son verre de champagne. Je voudrais remercier quelqu'un de très spécial. Agathe Beaumont, qui a rejoint notre équipe il y a quelques mois et qui a transformé cette galerie. Sans elle, ce soir n'aurait pas été possible. Tout le monde a applaudi. J'ai senti mes joues rougir. Agathe Beaumont. Mon nom de jeune fille, le nom que j'avais repris après le divorce. Je n'étais plus Agathe Perrault. Je n'étais plus la femme de Jérémy. J'étais moi. Juste moi. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai reçu un message de Margot. « Maman, papa m'a appelé aujourd'hui. » Il pleurait. Il dit qu'il a tout perdu, qu'il n'a plus rien, qu'il ne sait pas comment continuer. Mon cœur s'est serré. Pas de pitié, mais de compréhension. Jérémy découvrait ce que j'avais ressenti pendant des années. La solitude, le sentiment d'être inutile, la perte d'identité. Mais contrairement à moi, il n'avait personne vers qui se tourner, parce qu'il avait brûlé tous ses ponts. J'ai répondu à Margot. Reste présente pour lui si tu le souhaites. C'est ton père. Mais dis-lui aussi qu'il doit apprendre à se relever seul, comme je l'ai fait. Tu as raison. Merci maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai posé mon téléphone et je me suis assise près de la fenêtre. Le parc en bas était illuminé par les décorations de Noël. Des familles se promenaient, des enfants riaient, la vie continuait, ma vie continuait. Et elle était belle. L'hiver s'est installé sur Paris. Les premières neiges sont tombées début janvier, transformant le parc en une toile blanche et silencieuse. J'avais 72 ans maintenant. Une année entière s'était écoulée depuis le divorce. Une année entière de liberté. La galerie marchait bien. Claire m'avait même proposé une augmentation. « Vous êtes devenue indispensable, Agathe », m'avait-elle dit. Indispensable. Moi, après avoir été qualifiée d'inutile. L'ironie ne m'échappait pas. Un matin de février, alors que je préparais une nouvelle exposition, j'ai reçu un appel de Margot. Sa voix était tendue. « Maman, il faut que je te parle. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est papa. Il est à l'hôpital. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait un malaise. Épuisement, stress, ont dit les médecins. Il n'est pas bien, maman. Je me suis assise lentement. Je vois. Tu voudrais le voir? Cette question.
Cette simple question qui contenait tant de poids. Je ne sais pas. Il demande à te voir. Il dit qu'il a besoin de te parler. Margot, je ne te demande pas de lui pardonner. Je te demande juste d'y réfléchir. S'il te plaît. J'ai raccroché et je suis restée assise dans mon bureau pendant 1 heure. Voir Jérémy. Après tout ce temps. Après tout ce qu'il m'avait fait. Est-ce que je le voulais vraiment? Ce soir-là, j'ai parlé avec Camille. Elle venait souvent me voir maintenant. Elle avait 9 ans, presque 10. Elle grandissait si vite. Mamie, tu vas voir grand-père? Je ne sais pas, mon trésor. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Maman dit qu'il est triste, qu'il a fait des erreurs. Oui, il a fait beaucoup d'erreurs. Elle a réfléchi un moment. Mamie, tu m'as dit un jour que pardonner, ce n'est pas pour l'autre personne. C'est pour nous, pour ne pas porter la colère. Mes propres mots me revenaient en pleine face. Tu as raison, j'ai dit ça. Alors tu devrais peut-être y aller, pas pour lui, pour toi. Cette sagesse chez une enfant de 9 ans m'a bouleversée. Tu es une petite fille très intelligente. Je sais, a-t-elle dit avec un sourire malicieux. Le lendemain, je me suis rendue à l'hôpital Saint-Joseph. C'était un grand bâtiment moderne, tout en verre et en béton. Margot m'attendait à l'entrée. Merci d'être venue, maman. Je ne te promets rien. Je sais. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Chambre 412. Margot a ouvert la porte doucement. Papa, maman est là. Elle m'a laissée seule et a refermé la porte derrière elle. J'ai regardé l'homme dans ce lit d'hôpital, Jérémy. Mais ce n'était plus le Jérémy que j'avais connu. Ce n'était plus l'homme arrogant du tribunal, ni l'homme élégant qui me mentait en face. C'était un vieil homme, maigre, les cheveux blancs, clairsemés, le visage creusé, les yeux éteints. Agathe, a-t-il murmuré. Bonjour, Jérémy. Tu es venu. Je suis venu. Il a tenté de se redresser dans son lit, mais il était trop faible. Assieds-toi, s'il te plaît. Je me suis assise sur la chaise près du lit. Pas trop près. Juste assez pour pouvoir parler. Comment vas-tu? Ai-je demandé. Comme tu peux le voir. Pas très bien. Un silence. Les médecins disent que c'est le stress, l'épuisement. Mais je sais ce que c'est vraiment. Quoi? Le poids de mes erreurs. J'ai regardé mes mains. Je ne suis pas venue ici pour te juger, Jérémy. Je sais, mais je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Je t'écoute. Il a respiré profondément. J'ai été un lâche, un égoïste, un imbécile. C'est vrai. Pendant 40 ans, tu m'as donné tout. Ton temps, ton énergie, ta vie. Et moi, je n'ai rien vu. Je t'ai prise pour acquise. Je t'ai traité comme si tu étais inutile. Il a fermé les yeux. Ce mot, ce terrible mot, je ne savais pas à quel point il allait me hanter. Il devrait. Aujourd'hui, je sais ce que ça fait. D'être seul, de se sentir inutile, de n'avoir personne vers qui se tourner. C'est ce que j'ai ressenti pendant des années. Je sais, et je suis tellement désolée. Des larmes coulaient sur ses joues. De vraies larmes, pas des larmes de manipulation, des larmes de regret sincère. Agathe, je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Compris quoi? Que tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée. Que j'ai tout gâché. Que je n'ai jamais mérité ton amour, ta patience, ta gentillesse. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas du pardon. Pas encore. Mais quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Jérémy, tu as fait des choix. Des mauvais choix. Et maintenant, tu vis avec les conséquences. C'est la vie. Je sais. Mais je veux que tu saches quelque chose aussi. Quoi? Tu m'as fait du mal. Beaucoup de mal. Mais tu m'as aussi donné quelque chose de précieux. Il m'a regardé, surpris. Quoi? Tu m'as forcé à me retrouver. À redevenir moi-même. Si tu ne m'avais pas trahi, je serais encore dans cette grande maison, vivant une vie qui n'était pas la mienne. Grâce à toi, j'ai dû partir. J'ai dû reconstruire. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis 40 ans, je suis heureuse. Vraiment heureuse. Ses yeux se sont remplis de larmes à nouveau. Tu mérites d'être heureuse. Oui, je le mérite. Et moi, je mérite d'être seule. J'ai réfléchi un moment. Non, personne ne mérite d'être seul. Mais la solitude, parfois, est une conséquence naturelle de nos actions. Il a hoché la tête lentement. Qu'est-ce que je vais devenir, Agathe? Je ne sais pas. Mais tu vas devoir trouver toi-même, comme je l'ai fait. Je ne sais pas si j'en suis capable. Moi non plus, je ne savais pas. Mais je l'ai fait quand même.
J'ai regardé cet homme brisé dans ce lit d'hôpital, et j'ai réalisé quelque chose. Je ne le haïssais pas, je ne l'aimais plus non plus. Je ressentais juste de l'indifférence bienveillante. Il n'était plus mon problème, il n'était plus mon fardeau. Il était juste un homme qui devait apprendre à vivre avec lui-même. « Je vais y aller », ai-je dit en me levant. « Agathe, attends. »« Oui. Est-ce qu'un jour, tu pourras me pardonner ?» J'ai réfléchi longuement. Je ne sais pas. Peut-être. Un jour. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Je comprends. Prends soin de toi, Jérémie. Je suis partie sans me retourner. Dans le couloir, Margot m'attendait. Comment ça s'est passé? Bien. Aussi bien que possible. Tu lui as pardonné? Non. Pas encore. Peut-être jamais. Mais j'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. Elle m'a serrée dans ses bras. Je suis fière de toi, maman. En sortant de l'hôpital, j'ai respiré l'air froid de février. Le ciel était d'un bleu éclatant. Le soleil brillait sur la neige. J'ai pensé à tout ce chemin parcouru. Depuis cette nuit où j'avais trouvé la carte de visite. Depuis ce jour où j'avais ouvert le tiroir fermé à clé. Depuis cette audience au tribunal. La vie m'avait tout pris, puis tout redonné. Mais d'une manière différente. Je n'avais plus la grande maison, mais j'avais un appartement qui était vraiment le mien. Je n'avais plus un mari, mais j'avais ma liberté. Je n'avais plus une vie confortable et prévisible, mais j'avais une vie authentique et vivante. Et surtout, j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps, moi-même. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que Jérémie était sorti de l'hôpital. Margot m'a dit qu'il avait trouvé un petit travail. Comptable dans une entreprise de taille modeste. Un travail simple, loin de la gloire de son ancienne vie. Il a beaucoup changé, m'a dit Margot. Il est plus humble, plus discret. C'est bien. Il me demande souvent de tes nouvelles. Ah bon? Oui. Il veut savoir si tu vas bien, si tu es heureuse. Et qu'est-ce que tu lui dis? Que tu es épanouie, que tu travailles, que tu peins, que tu as une belle vie. Et comment il réagit? Il sourit tristement, et il dit que c'est ce qu'il voulait te voir faire, même si c'est trop tard. Trop tard. Oui, c'était trop tard pour nous, mais pas trop tard pour lui d'apprendre, de grandir, de devenir un homme meilleur. Un soir de mars, j'ai organisé un vernissage spécial à la galerie, une exposition de mes propres aquarelles. Claire m'avait convaincue. Vos peintures sont magnifiques, Agathe. Les gens doivent les voir. J'avais hésité longtemps, puis j'avais accepté. Le vernissage a été un succès. Beaucoup de monde, des amis, des collègues, des inconnus qui admiraient mes toiles. Margot, Thomas et Camille étaient là, fiers. « Mamie, c'est trop beau !» s'exclamait Camille devant une aquarelle représentant le parc sous la neige. « Tu trouves? Oui, tu es une vraie artiste. » À la fin de la soirée, une femme s'est approchée de moi. Une femme d'une 50aine d'années, élégante, au regard triste. « Madame Beaumont? Oui, je voulais vous remercier. » « Me remercier? Pourquoi? J'ai lu votre histoire dans les journaux. L'année dernière. Le divorce, le tribunal, votre petite fille. J'ai hoché la tête lentement. J'étais dans la même situation que vous. Un mari qui me trompait, qui me rabaissait, qui me faisait croire que je n'étais rien sans lui. Je vois. Mais quand j'ai lu votre histoire, j'ai compris quelque chose, que je méritais mieux, que j'avais le droit de partir. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je l'ai quitté il y a 6 mois. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, je respire. Elle a pris ma main. Merci. Merci d'avoir eu le courage de partir, parce que votre courage m'a donné le mien. J'ai senti mes propres larmes monter. C'est vous qui avez été courageuse, pas moi. Non, nous l'avons été toutes les deux. Elle est partie après m'avoir serrée dans ses bras. Je suis restée là, debout au milieu de la galerie, entourée de mes peintures, entourée de gens qui m'aimaient et me respectaient. Et j'ai compris. Ma souffrance n'avait pas été vaine. Mon histoire avait aidé quelqu'un, peut-être même plusieurs personnes. Et ça donnait un sens à tout. Aujourd'hui, j'ai 73 ans. Cela fait maintenant 2 ans que le divorce a été prononcé. 2 ans que ma vie a basculé. 2 ans que je me suis retrouvée. Je suis assise à ma fenêtre, celle qui donne sur le parc. C'est le printemps. Les cerisiers sont en fleurs. Les enfants jouent. La vie continue, belle et imprévisible. La galerie prospère. Mes aquarelles se vendent. Pas beaucoup, mais suffisamment pour me faire sentir que j'ai quelque chose à offrir au monde. Margot vient me voir régulièrement avec Camille. Ma petite fille a 10 ans maintenant.
Elle veut devenir avocate pour défendre les femmes, dit-elle. Comme toi, mamie. Tu t'es défendue. Non, mon trésor. Je me suis juste respectée. Jérémy vit toujours dans son petit studio. Il travaille. Il paie sa pension régulièrement maintenant. Margot me dit qu'il a commencé à suivre une thérapie, qu'il essaie de comprendre ses erreurs. C'est bien. Pas pour moi. Pour lui. L'autre jour, je l'ai croisé par hasard dans la rue. Nous nous sommes regardés un long moment, puis il a incliné la tête respectueusement et a continué son chemin. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avions rien à nous dire. Mais dans ce silence, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la paix. Ce matin, j'ai reçu une lettre d'une femme que je ne connais pas. Elle avait lu mon histoire dans un article. Elle me remerciait. Elle me disait que grâce à moi, elle avait trouvé le courage de quitter son mari violent. Vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa dignité, écrivait-elle. J'ai pleuré en lisant ces mots, mais c'était des larmes de joie. Parce que j'ai compris que ma souffrance avait eu un sens, qu'elle avait servi à quelque chose, qu'elle avait peut-être même sauvé quelqu'un. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme différente. Une femme avec des cheveux blancs, des rides au coin des yeux, mais aussi une femme qui sourit, une femme qui brille. Je ne regrette rien, ni les 40 ans avec Jérémy, parce qu'ils m'ont donné Margot, et Margot m'a donné Camille, ni la douleur, parce qu'elle m'a forcé à grandir, ni même la trahison, parce qu'elle m'a libéré. La vie a une drôle de façon de nous enseigner ce que nous devons apprendre, parfois par la douceur, parfois par la douleur, mais toujours, elle finit par rendre ce qu'on lui donne. Jérémy a donné le mensonge, la trahison, la cruauté, et il a reçu la solitude, l'humiliation, le regret. Moi, j'ai donné 40 ans de patience, de dévouement, de sacrifice, et finalement, j'ai reçu quelque chose que personne ne pourra jamais me reprendre. Ma dignité, ma liberté, ma joie. Ce soir, je vais dîner chez Margot. Camille a préparé un gâteau. Thomas jouera du piano. Nous rirons, nous parlerons, nous vivrons. Et demain, je retournerai à la galerie. Je peindrai. J'accueillerai des visiteurs. Je partagerai ma passion pour l'art. Je vivrai ma vie. Ma vie. Avant de partir, je regarde une dernière fois par la fenêtre. Le parc, les arbres en fleurs, les gens qui se promènent. Et je pense à toutes les femmes qui, en ce moment même, sont assises quelque part, dans une grande maison vide, attendant un mari qui ne rentre pas, qui se demandent si elles ont encore de la valeur, si elles méritent mieux. Et je veux leur dire ceci, vous avez de la valeur, vous méritez mieux. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour choisir votre dignité. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et si vous vous donnez du respect, de l'amour, de la gentillesse à vous-même, la vie vous le rendra au centuple. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.